Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Aurélie autour de l'enfant. Ensemble, nous allons parler de toutes les choses qui concernent l'enfant, l'enfance La et famille. la famille. Aujourd'hui, je reçois Marilyn avec qui nous allons parler de l'importance de la périnatalité pour une bonne vie de famille. Mais avant ça, je te laisse te présenter. Alors déjà, je te remercie Aurélie de m'avoir invitée pour cette émission, pour cette aventure, pour parler justement de mon métier, de ma vie, de ma mission de vie, qui est la petite enfance et la périnatalité. Donc je m'appelle Marilyn Vildina, je suis infirmière, puéricultrice et accompagnante en périnatalité. Alors c'est beaucoup de choses, mais je vais vous expliquer. Alors d'abord mon parcours, pour être puéricultrice, il faut être soit infirmière ou sage-femme. Donc je suis infirmière depuis 2006. Et j'ai enchaîné la formation de puéricultrice qui dure une année. Alors, une puéricultrice, où est-ce qu'on la rencontre? En maternité, en pédiatrie, en crèche, où est-ce qu'on la rencontre? Elle peut être aussi infirmière scolaire, elle peut travailler en protection maternelle et infantile. Et j'ai fait tous ces milieux-là, justement, pour proposer aux familles et aux enfants un accompagnement optimal et sur mesure. Mon parcours, pour encore vous expliquer, depuis toute petite, je voulais m'occuper des enfants et de la famille. Et j'ai choisi ce métier qui n'est pas que paramédical, mais qui est aussi très culturel, très social, très aussi dans l'intimité des familles. Donc j'ai commencé à travailler en maternité, en salle de naissance, ensuite de couche, et surtout en néonatologie, où le bébé, en fait, est malade, il est né avec un petit poids, des fois il fait des hypoglycémies, des fois il a la jaunisse et il faut le soigner urgemment. Donc j'ai beaucoup aimé ces moments d'échange avec les familles pour voir le bébé quand il est malade, comment on s'occupe de lui. J'ai beaucoup travaillé aussi de nuit dans les maternités en suite de couche. Donc tout de suite après l'accouchement, les mamans vont donc dans le service de suite de couche pendant 2 ou 3 jours aujourd'hui. Et donc je m'occupais d'elles, de l'allaitement, de comment baigner un bébé et toutes leurs questions en tant que maman, voilà. Et surtout les papas, je ne les oublie pas. Et donc dans ce parcours, j'ai décidé de travailler en PMI, donc protection maternelle infantile. Donc il y a deux choses très importantes en PMI. Il y a le côté protection de l'enfance où j'allais en visite à domicile avec une assistante sociale faire entre guillemets une enquête suite à des signalements ou des informations préoccupantes pour savoir qu'est-ce qu'il en est et comment on peut faire pour aider ces familles. Évidemment, des fois, ça finissait par des placements, mais pas que. On pouvait leur trouver une place en crèche, une aide financière alimentaire, un logement ou toute autre chose pour que la famille reste ensemble. Travailler en PMI, c'est aussi donc être là pour justement expliquer les premiers liens. Donc, on pèse le bébé, on donne des conseils sur le sommeil, sur l'allaitement, sur, par exemple, faire des massages bébés, faire des portages bébés en écharpe. Tout cela justement pour construire en fait une parentalité épanouie et sereine. Même si l'aventure de la parentalité est faite des fois de difficultés. Mm. Écoute Marilyn, merci beaucoup pour cette présentation qui était plus que complète. Je pense qu'on a reçu aussi beaucoup d'informations dans ta présentation. Est-ce que tu peux du coup nous donner un exemple de tes missions? D'accord. Mes missions, en fait, elles sont toujours doubles et assez polyvalentes et globales. C'est-à-dire que je ne peux pas m'occuper du bébé sans prendre en compte, en fait, les objectifs, les demandes des parents, père C'est-à-dire? et mère. Par exemple, hier, j'étais partie en visite à domicile puisque une maman voulait connaître comment utiliser des écharpes de portage, puisqu'elle voulait porter son enfant pendant encore une année. C'était un bébé de 6 mois. Et donc, à travers ça, il y avait le papa qui était présent aussi. Et ben, on a essayé des écharpes de portage qui soient sur mesure et adaptées à leur mode de vie. C'est un bébé qui ne va pas en mode d'accueil. Et c'est vrai que donc, il va être longuement porté. Et la maman allaite. Et donc, il fallait trouver un mode de portage adapté à l'allaitement aussi. Ça va être aussi des questions autour de l'alimentation, par exemple, autour de la diversification alimentaire. Et c'est vrai que des fois, purée de carottes ou d'haricots verts, bon, c'est peut-être pas forcément adapté pour certaines cultures. Et ben, on va ajouter de la patate douce, du manioc, voilà, du gombo, quelque chose qui parle aux familles pour justement incarner une parentalité vraiment culturelle. C'est-à-dire, c'est très important de d'abord faire avec la culture et après, en fait, de mettre en fait, des atouts et des compétences autour du soin ou bien des techniques. D'accord. J'ai une question. Quand tu as reçu du coup le thème, c'est-à-dire l'importance de la périnatalité pour une bonne vie de famille, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Qu'est-ce que ça a évoqué pour toi? Alors déjà, ça m'évoquait une notion de chemin. Donc avant la naissance,
pendant la grossesse et après la naissance. Et c'est très important de préparer la naissance. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, de santé environnementale, de perturbateurs endocriniens. Et il y a beaucoup, beaucoup d'ateliers pour comment choisir ses cosmétiques sans perturbateurs endocriniens, sans produits chimiques nocifs pour le bébé, puisque effectivement, la femme enceinte doit vraiment changer son mode de vie pendant sa grossesse et l'accueil de son enfant. Alors, je te coupe un petit peu. On va parler du coup juste avant la grossesse qui va favoriser et justement et cette période-là, juste en début de grossesse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, Quelles sont les informations qu'on devrait avoir qui seraient essentielles pour les personnes qui nous suivent? eh bien déjà, en fait, rencontrer une sage-femme ou un médecin pour faire ce qu'on appelle une consultation préconceptionnelle. C'est-à-dire avant même la grossesse, vous pouvez en fait voir une sage-femme ou un médecin, homme et femme, donc papa, maman, enfin futur Mhm. papa, future maman, pour échanger sur votre santé. Voir les vaccinations s'ils sont à jour, parce qu'il y a certains vaccins qu'on ne peut pas faire pendant la grossesse. Détecter des infections sexuellement transmissibles ou des maladies sexuellement transmissibles, et oui, et oui, oui. Détecter aussi, concernant la drépanocytose, on peut faire un bilan sanguin pour savoir en fait si on est porteur sain ou pas la drépanocytose, qui pourrait justement être très important pour la suite de la grossesse. On pourrait détecter un diabète, on pourrait détecter une hypertension, on pourrait détecter aussi un stress ou un milieu professionnel qui est inadapté en vue de concevoir et d'avoir une grossesse. Donc vraiment, faites l'entretien préconceptionnel. C'est déjà en fait avoir un milieu pour le bébé qui pourrait être très satisfaisant et éviter en fait l'apparition des maladies pendant la grossesse. D'accord, parce que du coup, c'était ça ma question. Lorsque ces entretiens-là ne sont pas faits, quelles sont les conséquences? Eh bien, il y a un diagnostic tardif par rapport à certaines maladies. Et donc, c'est dommage, puisqu'on aurait pu prévenir avant. La prévention, c'est essentiel pour avoir une meilleure santé. Le dépistage, c'est essentiel pour avoir une meilleure santé. Très bien. Alors du coup, on a vu un peu ce qui se passait du coup pré-conception. Ah, Maintenant, il y a encore plein de petites choses quand même. on t'écoute Donc, alors. je Dis-nous, disais, dis-nous. l'entretien préconceptionnel, c'est très important, mais je parle évidemment encore une fois de la santé environnementale, comment choisir ses cosmétiques, son alimentation, les perturbateurs endocriniens, éviter les plastiques, des produits ménagers qui sont toxiques. Tout cela fait partie de la périnatalité. Autant pour l'homme que pour la femme? Bien ou- sûr, autant pour l'homme que pour la femme. D'accord. Est-ce que du coup, il y avait autre chose à rajouter pour Je cette pense partie? que c'est important pendant la grossesse d'être entouré de professionnels de santé adaptés. Vous pouvez très bien faire de la sophrologie si vous avez des appréhensions pour l'accouchement, de l'hypnose, vous pouvez faire du chant prénatal puisque votre bébé entend votre voix et quand il sera là, en fait, continuer à lui chanter des chansons sera très intéressant pour fortifier les liens. Vous pouvez faire appel aussi à des consultantes en lactation pour justement faire que ce projet autour de l'alimentation soit optimal et surtout se dire que la santé mentale est très importante. N'hésitez pas à consulter en fait un psychologue. Les femmes peuvent être dépressives avant la grossesse, pendant la grossesse, après la grossesse. Elles peuvent avoir des maladies mentales. Ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours autour de la périnatalité peut être plus ou moins facile, plus ou moins difficile. Il y a beaucoup de parcours PMA, procréation médicalement assistée, qui provoquent du stress pour l'homme et pour la femme. Et ça peut être très, très, très anxiogène. Et c'est pour ça que prendre soin de sa santé mentale est essentiel tout au long de la grossesse. Alors, Et même je avant. vais te provoquer un petit peu. Si je te dis, mais nous, on est africains, on n'a jamais entendu parler de tout ça chez nous et tout se passait bien. Les enfants naissent, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu me dirais? Quand tu parles de tout Qu'est-ce ça, que tu c'est me quoi répondrais? exactement? Eh bien, en fait, on a l'impression qu'il y a tout un schéma, or qu'on a toujours entendu la femme est enceinte, quand elle s'en rend compte, elle va chez le médecin, il y a un suivi de grossesse, mais pas de yoga, pas d'hypnose, pas de psychologue pour... voilà. Qu'est-ce que toi, tu dirais? Parce qu'en fait, on a un peu le sentiment que chez nous, tout va bien, en fait. Elle est enceinte, le bébé naît, hop, c'est fini. Alors, dans toutes les cultures, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu un accompagnement autour de la femme enceinte, de la femme tout court, sous forme de rituel où une mamie, une tante ou une personne plus âgée, donc une sage-femme, accompagne la femme. Ça a toujours existé. C'est pour ça on a des plantes aussi qui vont favoriser la fertilité. Et on a aussi en fait plein de plantes après la grossesse. On a aussi les techniques d'attacher le ventre, en fait, qui est aussi une technique africaine, asiatique. On a aussi des massages qu'on va faire pour la maman pendant et après la grossesse. On a des interdits alimentaires sur le continent africain ou aux Antilles. Il y a toujours eu en fait un accompagnement culturel autour de la femme qui attend un bébé, de la femme qui est enceinte et de la femme qui a accouché. Il y a toujours eu des rituels. C'est culturel puisque nous sommes des êtres humains.
Maintenant, comment transposer ça ici? Ça, c'est autre chose. Et que conseillerais-tu alors? Alors, il y a aujourd'hui beaucoup d'accompagnantes en périnatalité, comme Elodie, en fait, qui est accompagnante en périnatalité traditionnelle afro-caribéenne, qui va proposer des services autour, par exemple, des bains de feuillage pour le bébé, des bains de vapeur pour la femme aussi, qui a accouché. Tout ça, c'est des choses qu'on connaît déjà, hein. Mhm. Donc, il y a réellement, en fait, des tatis, des mamies, des mamans, des tantes, des voisines, qui sont certes, entre guillemets, pas professionnelles de la santé, mais qui sont des professionnels du cœur et de l'entraide. On pourrait dire ça comme ça. Donc, n'hésitez pas justement à côtoyer les femmes les plus anciennes et leur dire comment on faisait avant. Et vous verrez qu'elles ont des trésors et qu'elles vont se dire bon, je te fais la soupe après l'accouchement, voilà, et puis fais pas ci, couvre ta tête, fais comme si. Il y a toujours eu en fait des conseils et des éléments très 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 importants autour de la périnatalité par rapport à nos mamans, à nos tantes, à nos sœurs, à nos cousines. D'accord, merci beaucoup. Tout est une question donc de transmission. Merci pour cet éclairage. Du coup, maintenant qu'on a parlé de la péri, nous allons parler de la natalité, mais juste avant, il y a des documents à mettre en ordre et quelles sont les conséquences un petit peu de tous ces documents? Est-ce que tu peux nous en Alors parler? déjà, c'est très important de respecter le suivi. Donc échographie, suivi avec la sage-femme. Je parlais quand on confirme que la maman est bien enceinte et qu'elle reçoit le document donc de l'infirmière. Est-ce que tu peux nous en parler? De la sage-femme, attention. Oui, de la sage-femme. C'est très important de savoir qu'en France, on protège la femme enceinte, on protège l'enfant, d'accord? L'enfant à naître, entre guillemets. Donc, il faut savoir que quand vous êtes suivi par une sage-femme ou à l'hôpital, s'il y a des problématiques par rapport aux addictions, je parle de drogue dure, s'il y a des problématiques autour du tabac, on va vous orienter vers un addictologue. S'il y a des problèmes autour de l'alcool, on va vous orienter vers des professionnels. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de vous accompagner face à vos difficultés. Il peut y avoir aussi des femmes enceintes qui ont des problématiques psychiatriques. Donc, il y a un traitement qui va être modulé, par exemple. Il y a des femmes qui ont la drépanocytose, mais qui sont enceintes. Donc, c'est-à-dire que tout au long, en fait, de ce parcours médical et paramédical, on doit justement vous soigner pour que vous soyez bien et que le bébé soit bien. Sauf que dans des cas très particuliers, dans le cadre de la protection de l'enfance, on réfléchit aussi à protéger l'enfant à venir. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va se demander, avant, pendant et après la grossesse, vos capacités parentales, vos compétences pour cet enfant. Alors, ce n'est pas qu'une question de est-ce que j'ai un logement, est-ce que j'ai pas de logement, est-ce que j'ai des vêtements, c'est autre chose. C'est quoi? Quand l'enfant va naître, tous les professionnels de santé vont essayer de savoir si le lien est fait. C'est-à-dire, il peut y arriver, selon les parcours de vie des femmes, qu'en fait, il peut y avoir un manque de lien avec le bébé. Ça se voit comment? Ça se voit comment? Par exemple, une mère qui ne parle pas à son enfant, une mère qui ne le regarde pas, qui a un portage qui n'est pas assez contenant. Je ne parle pas d'un portage parce que tu n'as jamais porté un bébé dans tes bras, d'une distance, d'un délaissement, d'un manque d'implication. Mm-hmm. Voilà, cela, on va s'interroger, on va demander pourquoi. Mm-hmm. Et c'est pour ça que rentre en jeu la sage-femme, la psychologue, les médecins pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est très important de se dire que cet enfant qui vient de naître a des besoins. Certes, des besoins physiologiques, être propre, être bien habillé, manger, mais il a un besoin qu'en face de lui, il y a une personne qui soit solide, qui lui donne de l'affection. Mmh. Alors, ça paraît évident quand on dit comme ça, mais quand on est face à des situations comme ça, c'est pas si évident. Et on voit bien que le parcours de vie, en fait, parce que avant d'être des femmes ou des femmes enceintes ou des épouses ou des petites copines, eh bien, on a eu une enfance. Et cette enfance peut justement, si elle n'a pas été, entre guillemets, si elle a été difficile, cette enfance-là, quand tu es enceinte, il peut y avoir des réminiscences, il peut y avoir des choses en fait que tu ne comprends pas, des attitudes que tu n'arrives pas. Tu es submergé par une émotion et tu ne sais pas d'où ça vient. C'est pour ça que la santé mentale est si importante. Et quand l'enfant... Tu parles des traumas. Des traumas, certains traumas. Quand l'enfant arrive, l'enfant en fait n'a rien demandé, il est là, mais c'est important de se dire qu'il faut un temps effectivement pour se réacclimater à son nouveau statut de mère, ça on le sait. Mais des fois, ce n'est pas suffisant. Des fois, dans certains cas, il faut une hospitalisation dans une unité mère-bébé. Ça paraît choquant, mais dans certaines situations, il faut un accompagnement psychologique et psychiatrique.
Ce qu'il faut se dire, c'est que le père et la mère, parce qu'il y a des pères qui font des dépressions, il y a des pères qui se sentent pas bien aussi quand ils deviennent papa, ça fait aussi partie de leur parcours de vie. C'est important la famille, c'est important les amis. Il y a des amis qui sont même plus précieux que la famille. C'est important d'être bien entouré. Quand l'enfant arrive, on sait qui est là, qui n'est pas là. C'est radical, d'accord. Euh, Il y a une époque, en fait, quand une femme était enceinte, eh ben, tout le monde la chouchoutait. Tout le monde prenait soin d'elle. On ne se posait pas la question qui va garder le bébé. Parce qu'il y avait toujours une cousine, une tante, une voisine qui venait, qui gardait l'enfant. Tout le monde s'occupait du bébé. On se disait pas, je viens d'accoucher jeudi, je vais à Franprix avec mon caddie pour faire mes courses. Non, non, non. Elle était chouchoutée. Elle restait en fait allongée, assise. On lui préparait à manger. Et c'est comme ça qu'elle était à 100% avec son bébé. Aujourd'hui, c'est tellement difficile. Je le vois puisque je faisais des visites à domicile dans le cadre de la protection de l'enfance. Parce que, en fait, quand vous accouchez, on a un certificat du 8e jour. Et à partir de là, des puéricultrices peuvent proposer des visites à domicile gratuitement. Donc, c'est de la prévention, c'est de l'accompagnement parental. Et j'ai fait ça pendant des années. Et donc, c'était très important que les femmes soient soutenues. Même une parole gentille, même un soutien de la bienveillance. C'est tellement essentiel dans cette période de vulnérabilité et de fragilité. Beaucoup de mamans après la dépression, enfin certaines, après l'accouchement, tombent en dépression. J'ai mélangé ma phrase quand je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est un phénomène qui est peu reconnu, mais du coup, je suppose que c'est de ça dont tu parles quand tu parles du coup de cet accompagnement-là qui va se faire Je pense qu'on en post-maternité. parle de plus en plus. Je trouve de moins en moins de tabous autour justement de la dépression ou bien des violences obstétricales. Euh, En fait, c'est-à-dire que on va essayer de proposer à la femme enceinte et aux futurs parents un parcours de soins avec des ateliers qui sont gratuits. Par exemple, ce matin, en fait, en visio, j'ai fait un atelier sur l'allaitement maternel. La semaine prochaine, ce sera sur la prévention des accidents domestiques. Donc, ou bien ce sera sur futurs parents, parlons-en. Ou bien des ateliers pour des papas. Et il n'y a que des pères, en fait, qui discutent justement, voilà, ma femme est enceinte, comment je me sens, etc. On essaye justement de proposer une accessibilité à la parole. Peut-être qu'il n'y avait pas ça avant. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait un peu plus de dépression. Merci beaucoup Marilyn pour ces informations précieuses encore une fois. Et donc on a parlé du périnatalité, on a parlé un peu de pendant. Et qu'est-ce qui se passe finalement post, une fois que cette maman du coup quitte l'hôpital et revient à la maison? Alors, ce qu'il faut savoir, à une époque, les femmes restaient, après l'accouchement, 8 jours à l'hôpital. Maintenant c'est plus court. Maintenant, c'est beaucoup plus court, c'est 3 jours, c'est 2 jours. Et donc, c'est pas assez, puisque justement, elles rentrent à la maison. La plupart du temps, il y a la fameuse montée laiteuse. On leur donne beaucoup d'informations, c'est normal, sur voilà, il faut aller à la PMI, il faut peser l'enfant. Il y aura le rendez-vous médical à 15 jours. Il y aura l'allaitement. Il y aura comment installer le bébé pour un meilleur sommeil. Il y a tellement d'informations que quand les parents rentrent à la maison, c'est un petit peu démunis. Mais c'est important qu'ils puissent rester entre eux pour justement trouver leur force ensemble. Le couple va changer. On passe du couple conjugal au couple parental. Et dans le couple parental, il y a toujours de la conjugalité. Et donc, c'est une épreuve pour ces couples de devenir parents. D'accord. Et des fois, on parle du phénomène du baby clash, c'est-à-dire que, il y a des parents qui se disputent beaucoup et des fois, en fait, ils se séparent au cours de la Juste première après année. la naissance, ouais. Donc c'est pour ça que c'est important, encore une fois, de beaucoup discuter avec son compagnon pour justement comprendre que lui aussi a un phénomène de transformation. Le père aussi se transforme, a une remise en question existentielle sur, voilà, maintenant je suis père, comment je vais faire pour être responsable maintenant de mon enfant et de ma femme, quoi, qui est donc mère. Donc il ne faut pas négliger les hommes aussi, en fait, c'est une épreuve pas facile. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé de la protection de l'enfance. Tu as dit que, en fait, il arrivait qu'il y ait des sortes d'inspections, je ne sais pas comment est-ce que ça s'appelle, où en fait, du coup, vous passiez dans les familles. Tu nous as dit un petit peu qu'est-ce qui peut faire qu'une IP, j'ai oublié, information préoccupante, peut être lancée. Parce que ces derniers temps,
il y a je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça sur les réseaux sociaux, où en fait on parle de placement abusif. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comme tout système, il peut y avoir de l'abus. C'est un système, donc il peut y avoir de l'abus. Cependant, quand on fait les visites à domicile, c'est vraiment pas, on se dit, on va inspecter pour voir si on va placer un enfant après-demain parce qu'il y a de la place dans telle pouponnière. Non, déjà dans les pouponnières, il n'y a pas de place, déjà. Et placer un enfant en pouponnière, c'est que c'est très, très grave. Peut y avoir... l'enfant qui est placé en pouponnière, c'est qu'il y a eu un préjudice physique, psychologique, émotionnel, ou que l'environnement n'est pas du tout adapté. Je vous rappelle, il y a vraiment... J'y travaille dans les pouponnières, il n'y a pas de place. Des fois, on est obligé de trouver de la place pour accueillir un enfant. C'est des enfants qui ont besoin, malheureusement, d'être séparés à un temps donné de leurs parents. Parce qu'ils sont réellement en danger. C'est vrai que c'est tellement bizarre de dire que certains parents ne sont pas adaptés, mais c'est réel. Je n'ai pas dit tous les parents, mais j'ai dit qu'il y a certains parents, c'est complexe, c'est difficile. Il y a des dysfonctionnements parentaux. Et plus l'enfant est jeune, plus l'enfant est vulnérable. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de dysfonctionnements dont tu as peut-être vu ou entendu? Oui. Par exemple, encore une fois, tout ce qui est autour des addictions. Une mère qui se drogue, qui est fortement alcoolisée, n'a plus la présence d'esprit de s'occuper de son enfant et de répondre à ses besoins primaires. Donc si elle n'arrive plus à répondre à ses besoins en termes d'alimentation, en termes de protection... Et de propreté aussi. Eh bien, on ne peut pas. Il faut qu'on trouve une solution pour cet enfant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver une solution pour la mère. D'accord ? Mais dans un premier temps, il faut qu'on trouve la solution la plus rapide. Le temps de l'enfant, ce n'est pas le temps de l'adulte. C'est ça qu'il faut se dire. Ça paraît inimaginable de séparer une mère de son enfant. Mais par exemple, il y a des cas de déni de grossesse. Et la mère dit, je ne savais pas que j'étais enceinte, j'ai accouché. Et je ne peux pas m'occuper de cet enfant. Je le confie à l'aide sociale à l'enfance. C'est réel. Parce que les enfants qui sont adoptés ne sortent pas de nulle part. Ben oui. Et ça, il faut le comprendre. Il y a des femmes qui font des choix, à contre-cœur, des fois, et qui décident de confier leur enfant, à l'aide sociale à l'enfance. Plus tard, il sera adopté d'ici 3 mois. D'accord. On va sortir un peu de ce contexte-là. On va parler donc de cet enfant, encore une fois, qui est revenu à la maison. On est souvent entouré de plusieurs personnes, et pas que des professionnels. Et il arrive souvent qu'on préfère demander des conseils à notre entourage, voire à nos parents. Bien sûr. Et on a souvent entendu des conseils comme on le laisse dans le noir, de toute façon, il finira par dormir. Ou encore, le nouveau-né qui pleure tout le temps, si tu l'habitues trop au bras, c'est pas bon. Ou encore, c'est parce qu'il te manipule. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tu sais qu'on fait des ateliers papoteaux. On fait des ateliers ensemble, tout à fait. Et donc... Alors, c'est important de comprendre qu'on a fait des recherches sur les neurosciences, sur le développement du bébé, du nourrisson. Et on sait aujourd'hui que le bébé n'est pas un manipulateur. Il ne peut pas manipuler. Il peut pas manipuler. Il pense L'enfant pas. a des besoins et il va faire certaines choses pour qu'on réponde à son besoin. Tout simplement. D'accord ? Donc, porter l'enfant, quand il pleure, c'est soit qu'il a faim ou soit qu'il a besoin des bras. Il faut savoir qu'il a été dans votre ventre pendant 9 mois et du jour au lendemain, on lui dit « Ah, tu seras porté de temps en temps. » Vous comprenez ? Donc, il faut qu'il s'adapte. J'entends. Mais cette adaptation peut se faire en douceur. Ce continuum peut se faire par palier. Vous voyez ? Nous avons tous besoin d'adaptation. Pourquoi ce bébé, on ne peut pas faire en sorte de s'adapter aussi de temps en temps? Alors, souvent quand on dit il est trop dans les bras et tout ça, il ne va pas pouvoir justement découvrir le monde, être autonome, bien au contraire. Un enfant qui est attaché, un enfant qui sent qu'il y a une sécurité affective, va pouvoir justement avoir assez confiance en lui pour découvrir le monde. Ça, c'est réel. Mais du coup, une personne qui dit « Oui, mais moi, on me l'a fait. » Et je l'ai fait à mes enfants. Regarde, ils sont tous là. Pourquoi est-ce qu'on changerait? Alors, c'est intéressant aussi de réfléchir sur la parentalité qu'on a eue ou des fois qu'on a subie. C'est intéressant, ça. Et souvent, quand on prend un peu de recul, il y a des choses que nos parents nous ont fait qu'on ne va pas reproduire, soit consciemment, soit inconsciemment. Souvent, on va dire, je me souviens, mon parent m'a fait telle chose, je ne le referai pas à mon enfant. Et il faut savoir que même la parentalité, c'est une science. C'est-à-dire que ça fait appel à du droit, à de la législation, à de la politique, à du médical, du paramédical, de la psychologie, à de la culture. Et donc tout cela fait en sorte
de se dire que réellement, est-ce qu'il y a des choses que je suis obligée de reproduire et je sais que ça m'a fait du mal et je sais que ça a été néfaste. On n'est pas obligé d'élever dans la douleur, dans la souffrance. Donner des limites, donner des règles, ça ne veut pas dire violenter les enfants. Il faut comprendre ça. Je vois pas pourquoi je suis dure, je suis stricte, je donne un cadre, ne veut pas dire qu'on doit violenter un enfant. Mais est-ce que tu penses que lorsqu'une personne le dit ou le fait, elle a forcément identifié qu'elle violente un enfant? Je donne un exemple. Il existe des personnes qui disent, écoute, le fameux on m'a tapé, mais je ne suis pas mort. Et tu as tout à fait raison qu'il y a des personnes qui se disent, on m'a élevé de cette façon, j'ai vécu ça avec mes parents, je ne le ferai pas. Mais il y a aussi des personnes qui disent, on me l'a fait, je le ferai aussi. Parce que pour eux, ça a été bénéfique. Ou en tout cas, ils se sont dit, quand je fais la somme de tout ça, finalement, je ne saurais pas qui je suis si je ne serais pas passée par là. Alors, la question encore, c'est... Bon, ça va être délicat. Il y a souvent un aspect de loyauté. Mon parent m'a élevé comme ça, donc je vais faire comme si. Mais on sait au plus profond de soi-même que c'était pas forcément agréable. C'était humiliant. Il y avait une forme d'injustice, de trahison. Et même, en fait, porter main à l'enfant, ça peut aller très, très loin. Il y en a qui vont se dire, je l'ai tapé, je lui ai donné une fessée. Il y en a d'autres qui vont faire des actes de torture, de barbarie. Et après, on va faire, oh, Marilyn. Mais oui, parce qu'on ne sait pas la limite de tout à chacun. Tout à fait. Il y en a qui disent taper, mais il y en a qui vont prendre des objets, ils vont taper, ils vont casser des os. Et ils se retrouvent placés. Et il y en a qui vont dire, j'aime mon enfant, qui vont le brutaliser d'une manière. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ils vont dire, j'aime mon enfant. On ne parle pas de comment dire... Je parle vraiment de brutalité, d'actes de barbarie. Je ne peux pas dire des trucs sur les réseaux sociaux, non, bien mais sûr. il y a des choses où des parents font subir des dingueries et ils vont dire, c'est parce qu'on me l'a fait, j'aime mon enfant. Tu sais, Marilyn, moi, quand j'échange avec les gens et que je leur explique ce que tu es en train de nous expliquer là, et en fait, je leur ai dit, ça c'est selon moi et c'est ma théorie, que en fait, lorsque nous brutalisons nos enfants de cette manière-là, en fait, nous reproduisons ce que nous avons vécu au temps de l'esclavage. Et je leur dis, même si on n'a pas vécu l'esclavage, puisque ça date d'il y a un moment, quelque part, cela a été inscrit en nous. Et je crois que c'est une étude suédoise, je crois, qui a compris que... alors, ils ont fait une étude sur 3 générations, donc une grand-mère, une mère et une fille. La grand-mère qui a vécu des violences. Et en fait, ils ont retrouvé en fait, ce qui s'active dans leur cerveau s'active chez la maman et chez la fille. Pourtant, les 2 suivantes ne l'ont pas vécu. Et à mon sens, quand nos parents vont agir de cette manière-là, inconsciemment, il y a quelque chose qui a été inscrit en eux que c'est normal de le faire. Du coup, quand ils arrivent face à cet enfant et qu'ils vont le violenter d'une certaine manière, je crois même que en fait, ça devient malgré eux et qu'il y a quelque chose qui est de là incontrôlable. Cependant, il arrive à un moment donné dans une génération, dans ce schéma, où il y en a un qui se questionne. Et pour moi, c'est là où c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une génération où si on devait parler de notre communauté, il y a de plus en plus de questions. Et aujourd'hui, il y a des actions qui sont en train de se faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a une séparation qui devrait être brutale, où en fait, on devrait dire stop. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a plus une question de normes. Aujourd'hui, on ne peut plus dire c'est normal. En fait, ce n'est plus normal. Et moi, je trouve que une personne qui dit à un moment donné stop, qui va couper les ponts avec ses parents, avec certains membres de sa famille, pour moi, en tout cas, est un choix qui devient nécessaire. On ne peut pas écouter une personne qui te dit fais ça à ton enfant, fais ça à ton enfant. Pour quelle raison? Parce que tu es face à une personne qui est fragile, en fait. Tu es face à une personne qui ne peut pas se défendre. Et tu es face à une personne qui est là parce que c'est ta mission à toi de le protéger. Et effectivement, des histoires horribles comme ça. Je crois qu'un jour, j'ai vu à la télé une personne qui est devenue... alors, il était devenu un couturier, un styliste qui était à moitié aveugle parce que sa belle-mère lui a mis du piment dans les yeux. Vous voyez? Tu vois? Donc, il y en a qui vont dire « Ouais, mais j'ai fait ça pour son bien, j'aime mon enfant, piment dans les yeux. Ouais. » Il y en a d'autres qui mettent du piment autre part. Mais bref, ce sera une autre... Oui, bien sûr, ça sera une autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que toi, tu en penses finalement? Est-ce qu'il n'est pas temps finalement de se dire qu'il faut couper? Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, il faut mettre un cadre. Il faut une éducation. Je ne dis pas qu'il faut tout laisser faire. Mais une chose, c'est qu'il faut qu'on questionne en fait à quel moment et en fait jusqu'à où
Encore une fois, il y a des choses qui sont tout simplement démesurées. Et encore une fois, rappelons-nous qu'entre notre force et la taille de cet enfant, même une gifle, en fait, il faut bien qu'on réalise que ce que lui reçoit est beaucoup plus puissant que ce que nous, on pense simplement envoyer. Quand on parle de violence, il n'y a pas que les violences physiques, il y a les violences psychologiques, émotionnelles. Verbales. Insulter un enfant toute la journée, il va croire qu'il est comme ça. Donc la mésestime qu'il aura de lui-même peut faire en sorte qu'il va être bloqué dans tous les parcours, dans tous les domaines de sa vie, amoureux, professionnel, relationnel. C'est ça aussi, on parle que de taper, mais il y a aussi cet aspect de dénigrer un enfant, de le malmener, de lui enlever ce qu'il y a de plus précieux, sa dignité. Sa dignité, tout à fait. Avec des propos, avec des méthodes éducatives qui ne sont pas du tout adaptées, et c'est réel. Moi, j'ai le sentiment qu'à un certain moment, l'adulte, quand il est face à un enfant, en fait, il a tendance à oublier que c'est un enfant. Et c'est là, justement, que finalement, ses paroles vont être disproportionnées, que ses gestes vont être aussi d'une manière démesurée. Et au final, en faisant ça, c'est ce que tu dis par la suite, c'est qu'en fait, cet enfant pensera qu'il est ça. Et je ne sais pas si tu le sais, mais justement, dans les neurosciences, en fait, on explique que dans notre cerveau, il y a une partie qui va réagir au trauma et qui va faire qu'en fait, on va agir à nouveau dans notre instinct animal, qui va être soit d'attaquer la personne, soit de fuir, en fait. Ou soit d'être pétrifié, d'être paralysé. stupéfait. C'est ça, paralysé. Et finalement, c'est un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, dans la communauté, on a beau dire que ça a rendu nos enfants forts, que c'est des gens qui passent des fois faire ça, mais il y a aussi beaucoup, intérieurement, qui sont tellement traumatisés, qui finalement n'arrivent pas à aller loin dans leur vie et qui n'avancent pas non plus dans leur vie. Et aujourd'hui, si les générations n'avancent pas, il faut bien qu'on se questionne que certainement que ça vient de cette violence-là. Et d'ailleurs, je crois que c'est Elisabeth Filozia qui expliquait que le maternage est extrêmement bon pour l'hippocampe. L'hippocampe qui est responsable, je le rappelle, de l'apprentissage et de tout ce qui va être un rapport avec l'intelligence. Et qu'en fait, quand on va violenter un enfant, en fait, on empêche son hippocampe de se développer correctement. Court-circuit, direct. Dans le cerveau. C'est-à-dire que c'est réel aujourd'hui, puisqu'on a fait des études et des recherches. Violenter un enfant ne fait pas qu'il va mieux apprendre à l'école, ne fait pas qu'il va être un être humain en confiance et ne fait pas en sorte qu'il va avoir une relation saine avec les autres. Ça ne marche pas comme ça. On a beau s'auto-persuader, oui, mais si mon parent ne m'avait pas en fait brutalisé, je ne serais pas devenue ce que je suis. Mais qui es-tu réellement? Quand tu te poses la question, es-tu heureux? Es-tu satisfait de ton enfance? Si tu devais revenir en arrière, aimerais-tu revivre ça? Voilà, c'est ça. Tu poses des questions, des fois, ils disent il y a des choses. Et on ne parle pas de perfection. Parce qu'il y en a, oui, mais on fait ce qu'on peut, tout n'est pas parfait. On ne parle pas de perfection, on parle de bienveillance, de respect et d'intégrité. Juste alors, ça. Tu vois ce que tu racontes. Un jour, j'ai discuté avec une personne qui me disait oui, mais tu vois, nous, même quand nos parents sont vieux, on les respecte. Je lui ai dit c'est normal, tu le respectes, il t'a appris en fait à le craindre. Et il me dit non, je fais si. Dès ton enfance, le parent t'a montré qu'il était plus fort que toi, qu'il était plus grand que toi. Je lui ai dit, tu sais, pour illustrer ce que je te raconte, est-ce que tu connais cette image de ce bébé éléphant qui est accroché à un tout petit truc poteau, par terre, à un poteau, qui essaie de se débattre et qui finalement, en grandissant, reste accroché au même poteau. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait grandi. Je dis, on est exactement comme ça avec nos parents. Ce n'est pas un réel respect. En fait, c'est une peur qui a été inscrite en nous. Et même quand physiquement, ils ne sont plus les mêmes, cette peur-là, elle nous a tellement marqués que même n'étant plus véritablement présente, elle semble toujours réelle pour nous. Ça me questionne sur l'autorité parentale. Puisque l'autorité parentale, donc dès la naissance de l'enfant, donc vous avez l'autorité parentale, droit et devoir envers l'enfant. Droit, devoir. On va toujours questionner l'enfant qui prend ses distances avec sa famille, l'enfant qui a grandi, qui serait impoli, qui ne serait pas reconnaissant, qui ne serait pas respectueux, mais jamais on va interroger sur le parent ou les oncles ou les tantes ou les frères qui ont été des fois tellement inadaptés. Mais tu sais, ça, certaines personnes te diront oui, mais c'est un ancien. Tu sais, ce respect qui est inconditionnel. Oui, mais on peut respecter une personne, il n'y a pas de souci. Le respect, honorer, il n'y a pas de problème. La parentalité, ce n'est pas impunité, quoi. L'enfant, ce n'est pas ton objet, c'est un sujet. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors?
Bah, je pense que déjà, il faudrait se remettre en question, réfléchir à soi, son parcours de vie, vraiment se positionner, de dire quel genre de parent je voudrais être. Et on ne s'autorise pas à se poser cette question-là. Mhm. C'est ça déjà. Ah bah, je sais que on ne peut pas tout prévoir, évidemment, mais déjà se questionner, réfléchir sur comment je vais accueillir cet enfant. Est-ce que moi, je suis bien? Est-ce que je suis en capacité? Qu'est-ce que je pourrais lui donner à cet enfant? Euh, Élever un enfant, ce n'est pas que les punitions, ce n'est pas que la rigidité, ce n'est pas que crier, c'est aussi lui faire partager des moments, Mhm. faire partager aussi vos activités, vos passions. Bien sûr, c'est aussi lui faire découvrir le monde. C'est lui faire découvrir le monde. Ça paraît évident quand on dit comme ça, mais c'est pas si facile que ça. Mhm. C'est pour ça que moi, je sais que demain, si j'ai des enfants, bah, je dis, bah, va aller voir Aurélie, parce qu'Aurélie, j'ai confiance en elle. Et puis, vous allez aller au musée, ou bien vous allez faire des ateliers peinture. Vous voyez Bien ce que je sûr. veux dire? C'est important aussi de déléguer, en fait, aussi, entre guillemets, des moments avec, comment dire, le parent, il travaille. Mhm. Le parent aussi, il a des objectifs. Mhm. Le parent est fatigué. Mhm. C'est pour ça qu'on parle aussi de burn-out parental. On parle de burn-out professionnel, mais aussi du burn-out parental, qui peut amener à des négligences envers les enfants, qui peut amener des violences envers les enfants. Je ne dis pas que certains parents font exprès d'être violents. Je dis qu'il y a des facteurs favorisants, il y a, entre guillemets, comment dire, il y a un profil, Bien il y a sûr, un bien sûr, environnement bien qui sûr. fait que, hop, là, ça va arriver. Alors, moi, je te coupe parce que ça me fait penser aux personnes souvent qui vont élever leurs enfants seuls. Mhm. Très souvent, on ne se rend pas compte de la charge mentale qu'elles ont Mental, et qui fait que finalement, immense. en fait, bah, les enfants finissent finalement par prendre une tangente, qui finissent finalement par prendre une direction qui n'est pas la bonne parce qu'à un moment donné, en fait, les parents sont la maman, parce que souvent c'est elle qui va se retrouver seule avec ces enfants-là, va se retrouver tellement surchargée et submergée. Alors tu vois, de déléguer, je trouve que c'est une bonne chose, mais cependant, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop chez nous. On va déléguer à la grande sœur et finalement qui devient la deuxième maman. Mhm. On va déléguer un petit peu à tout le monde, mais au final, nous-mêmes, on a tendance un peu à délaisser cette responsabilité-là. C'est un petit peu ce que j'ai pu voir aussi. Tu sais, tu croises des enfants dans un magasin qui font les courses tout seuls, qui tirent un gros caddie parce que maman est à la maison, ceux qui vont venir se chercher mutuellement ou qui s'amènent eux-mêmes à l'école. Tiens, je dépose mon petit frère à la maternelle, puis moi je vais à l'école, je suis au CE1 ou CE2. Donc, il y a cette responsabilité-là. Quand on parle de protection de l'enfance, c'est des choses que j'ai souvent plutôt entendues. Ça vient aussi d'ailleurs des enfants eux-mêmes. Bah, par exemple, je partais à l'école, je mangeais pas. Je partais à l'école, c'était moi qui déposais tous mes frères et sœurs, puis revenais les chercher. Alors, du coup, les gens commençaient un petit peu à se questionner. De septembre jusqu'à juin, les enfants ne sont jamais accompagnés. Donc là aussi, il y a une responsabilité qui, pour moi, en fait, n'est pas prise et n'est pas... je ne sais pas si les parents en sont conscients. On se dit, non, mais ça va, il est grand, il peut aller à l'école, il dépose ses frères et sœurs, mais les trois sont des enfants. Les trois sont exposés à la rue, aux À des dangers. personnes qui sont autour d'eux, c'est ça, Mhm. à des dangers constants, parce que finalement, tu ne sais pas qui voit ton enfant. Mhm. C'est aussi comme ça que que les recrutements, entre guillemets, pour des ventes de choses illicites aussi se font, parce que finalement, cet enfant, il est toujours livré à lui-même, il est toujours tout seul, que ce soit pour aller faire du sport ou pour aller... le manque de présence des parents font que cet enfant-là, en fait, il est en danger. Là où je veux en venir, et là, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on puisse un peu plus discuter ensemble, c'est justement, on a parlé donc de cette... moi, j'ai l'impression que quand l'enfant va venir, toute la chambre est préparée. Il y a comme quelque chose qui est beaucoup plus simple. Puis quand il grandit, il y a comme quelque chose en fait que l'on délaisse. Par exemple, sa chambre, on va pas forcément l'aménager. On va en faire comme un espèce de hangar avec des valises, avec des cartons, avec des choses. Et au final, cet enfant qui est toujours là et qui est toujours au cours de son enfance, on n'en prend plus soin correctement en fait. Est-ce que tu vois un peu C'est par rapport à la place de l'enfant, de son intimité Tout à et fait. de son intégrité, Mhm. et de vraiment s'intéresser à lui. Mais il faut savoir aussi que très rapidement, en fait, on peut emmener un enfant dans une crèche à 3 mois, Oui. de 8h30 du matin jusqu'à 18h30, du lundi au vendredi. Mhm. Donc il y a déjà une séparation. Mhm. Ensuite, ça va vite, l'école maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée. Et finalement, on voit son enfant les week-ends, les vacances scolaires. Oui, mais là où j'en veux venir, c'est qu'en fait, il y a
un délestage qui arrive aussi très vite. Mm. Un délestage du non, mais ça va, maintenant il est grand. Et finalement, ça va commencer à la primaire souvent, parce que maintenant on est un peu obligé de les déposer. Mais dès qu'on n'a plus cette obligation-là, et ben en fait, tout le reste, le parent ne semble plus présent. Alors, la question, c'est pour ça que je mettais en fait les modes d'accueil et puis tout ce qui est autour de la scolarité. Que faire après, quand Oui. l'enfant est rentré à la maison? Mhm. C'est ça. Est-ce que déjà, il a une intimité, un lieu pour lui? Alors, souvent, ils n'en ont pas. Bon. Est-ce qu'il a des activités? Est-ce que à la maison, au lieu de regarder la télé ou d'être sur les écrans, est-ce qu'il a des jeux? Est-ce que on lui pose des questions sur ses goûts, sur ses choix? Est-ce qu'on va, comment dire, se poser des questions sur qui il est? Est-ce qu'on va lui expliquer qui il est déjà? Est-ce qu'on va lui parler dans sa langue? Est-ce qu'il va préparer à manger avec nous, sans que ça soit quelque chose, entre guillemets, comme un ordre, mais plutôt comme une activité? Ce temps, justement, d'éveil avec l'enfant, ce temps de partage, ce temps de qualité, est-ce qu'on arrive à lui donner ça? C'est plutôt ça aussi, La question. la question. Mhm. Par exemple, en protection de l'enfance, je voyais beaucoup de personnes hébergées. Mhm. C'est-à-dire qu'on va... Elles ne vivent pas dans leur propre espace, en fait. Voilà, c'est ça. Donc l'enfant n'a plus son intimité, l'enfant grandit avec des inconnus qu'il va appeler tonton, alors que ce n'est pas son tonton. Il peut y avoir des choses très graves qui peuvent arriver. Alors, D'ailleurs... ok, donc on n'est pas parano, c'est pas 99%, d'accord, hein, mais ça arrive. Il ne faut pas se mentir, ça arrive. Il y a des choses étranges qui arrivent. Et plus tard, quand l'enfant dit ce qui s'est passé, souvent on ne le croit pas. Et on lui dit tais-toi. Cette forme de trahison et d'injustice, il va le garder toute sa vie. Hein. Bah oui. Il le prend pour une trahison parce qu'encore une fois, les parents ont été présentés comme étant ces personnes référents, la personne qui le protège. Donc quand on lui dit non, il faut pas le dire, la famille va mal le prendre, etc., et ben cet enfant-là, il se sent trahi, exactement. Et il peut garder une rancune. Mais déjà, quand on présente à son enfant une personne comme étant un tonton, en fait, on casse une barrière qui fait que cet enfant identifie cette personne comme étant une personne de confiance. Et j'ai le sentiment que même si c'est culturel, c'est trop banalisé. Finalement, n'importe qui devient tonton. Tout le monde devient tonton. Et puis surtout, chez nous, c'est identifié de la personne est noire, bah, il est tonton. Et bah, ça peut être dangereux, en fait. Parce que finalement, cette personne-là, nous, on ne la connaît pas. Cet enfant croise une personne dans la rue parce que... Et d'ailleurs, chacun va l'exiger. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ce genre de situation. Moi, j'ai déjà vécu ce genre de situation où je reviens de la salle de sport et une personne qui me dit « Tu ne dis pas bonjour ?» Enfin, je ne sais même pas qui vous êtes, tu vois. Il me dit « Tu es mal élevé ». Et alors, évidemment, je réponds toujours pas, puis je continue ma route, en fait. Mais ça veut dire que si cette personne-là, en plus, cette personne avait l'air saoule, me l'a fait à moi, il croiserait d'autres petites filles noires qui passeraient, il aurait la même action. Mais est-ce que cette personne-là est une bonne personne? Est-ce que cette personne-là peut être qualifiée de tonton? Parce que lui, pour le coup, il avait un droit, en fait. J'ai l'impression que, finalement, le message qui est passé, c'est qu'il y a une question où la personne qui va être noire est identifiée comme étant un tonton. Et au final, on donne un droit à cette personne-là. Puisque frère, sœur... Lui-même, il le réclame, finalement. Cette personne ne me connaissait pas, il ne savait même pas qui j'étais. C'est pour ça que c'est important de dire à l'enfant, de lui expliquer les limites. Il faut vraiment l'asseoir et dire, il y a des limites. Qu'est-ce que les limites? Et ça, c'est de la prévention. Quand il y a un monsieur ou une dame qui t'aborde, tu ne le connais pas, tu ne le suis pas. Ça, c'est des choses qui paraissent évidentes, mais qui le dit? Mais c'est ça. Et tu sais, c'est très bien que tu dis ça. Parce qu'en réalité, on a le sentiment que c'est une évidence. Ouais, ben non, il faut expliquer à l'enfant. L'enfant n'a pas le même cerveau. Le développement se fait petit à petit, tous les jours. Voilà. Donc, il faut lui expliquer. Alors, bien évidemment, il va répéter ce que vous faites, il va regarder, observer, mais il y a un moment, il faut se poser, il faut lui expliquer. Il ne peut pas tout deviner. Et c'est comme ça qu'après, on commence à insulter. Ah, t'es bête. Ah, tu comprends pas. Non, l'enfant a besoin qu'on lui explique. C'est pas sa maîtresse Caroline ou son professeur Martin qui doit lui expliquer la vie. Tout à fait. Ça doit venir de la maison. Bah oui. C'est comme ça. Marilyn, nous arrivons donc à la fin de notre émission. Déjà. Oui. Ouais. Mais tu reviendras. Oui, je reviendrai. Alors, j'avais juste te dit un truc sur lequel j'aimerais vraiment que tu puisses me donner ton avis. Est-ce qu'il n'est pas temps finalement de changer certaines choses? C'est-à-dire par rapport à ce que tu nous as dit, est-ce qu'il n'y a pas des choses où tu as eu le sentiment que c'était un peu trop répétitif chez nous
et que ça peut nous porter préjudice ou que c'est peut-être un défaut qui pourrait aider les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Parce qu'on a nos spécificités. Hein. Bah, je pense que ce qui est répétitif, c'est la santé de la femme. La femme ne prend pas assez soin d'elle. C'est-à-dire faire les rendez-vous gynéco, prévention du cancer du sein, d'aller voir le médecin, de ne pas attendre la dernière minute parce que j'ai une douleur et donc, le diagnostic est tombé. De se dire aussi que j'ai droit au bien-être, j'ai droit de me faire chouchouter, j'ai droit de me faire plaisir, j'ai droit... j'ai le droit de ne pas toujours être dans la violence, dans le va-t-en-guerre, toujours en train de lutter. J'ai le droit aussi d'être bien, de me chouchouter. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'un mec me paye ma manicure, ma pédicure ou m'emmène au restaurant. J'ai le droit de me faire plaisir. Et ça, il faut le répéter. Parce que quand votre enfant vous voit en train d'être dans une dynamique d'être heureux, d'être bien, eh ben, il dit « Waouh, j'ai le droit aussi d'être bien ». L'enfant est une éponge. Tout ce que vous faites, même les émotions, même si vous ne lui dites pas, il ressent. Le bébé ressent, l'enfant ressent. Donc, c'est important aussi de montrer que vous avez du plaisir à être avec lui, que vous aimez lui apprendre des choses. Et d'ailleurs, pour le ressenti, pour les émotions des enfants, il a été prouvé qu'un enfant qui a vu son parent se faire battre, et ben en fait, l'enfant se retrouve traumatisé tout autant que celui qui a été battu. Tout à fait. C'est réel. C'est réel. Donc, Et pour les hommes, qu'est-ce que tu dirais pour les hommes? Pour les hommes, n'hésitez pas à être présent. Souvent, donc moi je suis vraiment périnatalité, les bébés, les jeunes enfants. Les hommes, en fait, ils ont peur en fait, d'être eux-mêmes. Soyez vous-même. Si vous voulez donner le bain, donnez le bain. Si vous voulez changer une couche, changez une couche. Si vous voulez vous promener avec votre bébé en poussette, soyez libre, quoi. Soyez vous-même. Ne vous sentez pas empêché en disant ça c'est le rôle de la maman donc je ne le fais pas. Vous avez droit d'élaborer votre parentalité, votre paternité comme vous le voulez et exprimer vos émotions. Voilà, vous avez le droit, vous êtes aussi sensible que nous, voire des fois plus. Donc exprimez-vous. Et pour les enfants, qu'est-ce que tu dirais? Alors pour les enfants sont très courageux. On dirait qu'ils naissent avec le courage. J'ai vu des bébés qui faisaient même pas 1 kilo et qui se battaient pour vivre, pour survivre. J'ai dit, waouh! Les enfants, les bébés sont... Enfin, si vous leur laissez un environnement sain, safe et bienveillant, eh bien, ils vont s'épanouir et ils vont vous aimer et ils vont s'aimer. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Alors, moi, j'ajouterais simplement que pour élever son enfant, éduquer son enfant, on ne doit pas simplement s'appuyer sur son instinct. Aujourd'hui, le monde a changé. On a beaucoup d'informations, beaucoup d'études ont été faites. Et c'est dommage. C'est ça, beaucoup de professionnels. Et c'est dommage de ne pas s'adapter au monde dans lequel on vit et surtout de ne pas prendre toutes les informations qu'on a pour mieux éduquer nos enfants. Marie, merci beaucoup d'avoir répondu présente à mon invitation. Merci Aurélie. Et puis, à bientôt pour une prochaine émission. Merci beaucoup. Merci à toi.